Bonjour Mazarine Pinjot, Bonjour. merci d'être avec nous. Alors vous êtes romancière, vous êtes philosophe, scénariste, professeur d'université, vous êtes aussi administratrice de l'Institut François Mitterrand, votre père, et votre passion c'est, je crois, l'écriture, quelque part. Vous avez publié une quinzaine de livres, le dernier Et la peur continue, c'est aux éditions Mialet Barreau. Ce livre, Mazarine Pinjot, c'est l'histoire d'une quadragénaire, Lucie, en proie à une peur permanente, inexpliquée, qui se nourrit du stress au travail, de la vie au travail, des difficultés de la vie. Alors, qu'est-ce que vous avez voulu raconter à travers ce personnage? Qu'est-ce que vous avez voulu exprimer à travers ce livre? J'ai voulu exprimer, plus que raconter d'ailleurs au départ, la peur qui nous grignote tous autant que nous sommes, à la fois à travers les injonctions contradictoires issues de la société, la peur qui est diffuse et qui est diffusée à travers les médias, parfois pour des raisons objectives, mais en même temps, ça prend des proportions complètement délirantes. Et la façon dont, finalement, pour certaines personnes, alors en l'occurrence, il s'agit de mon héroïne, Lucie, qui est à une époque de sa vie où les choses commencent à vaciller, comment on peut être encore plus fragilisé par cette peur et comment deux types de peurs se rencontrent. Pour elle, une peur ancestrale qui s'est nouée à un moment de son enfance et vers laquelle elle va remonter au fur et à mesure du livre. Et puis la peur diffuse qui est dans la société, la peur horizontale, mais voilà, qui est très prégnante. Et je trouvais que c'était intéressant de travailler sur ce sentiment étrange qui vous paralyse, qui vous empêche de vivre au quotidien, non seulement au quotidien, mais aussi plus largement, enfin, qui Dans sa barre vie, l'horizon, voilà. Et à la fois, je trouvais ça intéressant politiquement, drôle parfois, parce on peut aussi avoir peur de certaines choses qui sont absurdes. Mais comment finalement, voilà, cette peur diffuse finit par vous assaillir dans chaque instant de votre alors, on vie. va en parler plus précisément, mais c'est aussi un livre autour d'un certain nombre de thèmes. La normalité, la folie, la raison. C'est bien ça, Mazarine Pinjot? Oui, oui, tout à fait. On est toujours à la frontière, quoi. Le fil il est ténu entre les deux. Et c'est l'histoire de quelqu'un qui marche sur une crête et qui, à un moment donné, va tomber d'un côté. Et alors, est-ce que c'est juste de considérer que Lucie, donc l'héroïne de votre roman, en proie à cette peur permanente, est quelque part le symbole du monde tel qu'il est? Oui, je trouve qu'on est totalement aujourd'hui dans un monde qui est au bord de quelque chose. On sent l'imminence, on sent la crise arriver, on la sent arriver. Elle est à la fois là et pas là. C'est quelque chose de compliqué. Alors, elle est là, bien sûr, hein, mais on sent qu'elle peut aller encore plus loin et que la déchirure peut être encore plus grave. Et on est très exactement à ce moment-là, oui. Et ça veut dire que ce livre, c'est quoi? C'est un cri de colère, un coup de colère? Pas exactement, c'est plus pour capter exactement quel est l'ambiance de notre époque et peut-être aussi la façon subjective dont on a de la vivre. C'est plus un livre qui essaye de décrire au plus près, d'être le plus précis possible sur cet affect contemporain, quoi, qui a pas toujours eu lieu. Enfin, la peur a pas toujours gouverné les peuples. En l'occurrence, aujourd'hui, on est vraiment au cœur. Alors, l'angoisse de notre époque, le monde qui nous entoure, c'est quoi? La crise sanitaire, la crise économique, la crise sociale, les attentats aussi, ce lot d'informations anxiogènes diffusées ou délivrées par les médias, et peut-être aussi, on est en 2021, les réseaux sociaux. Bien sûr, c'est tout ça. La liste, malheureusement, est longue et elle pourrait encore s'allonger. Alors, allez-y, dites-nous. Non, mais effectivement, la crise écologique, qui est Crise à la écologique. fois la plus lointaine et la plus proche, enfin, celle dans laquelle Il faut travailler aujourd'hui pour demain. voilà. Et puis en même temps, elle est aujourd'hui suffisamment précise pour que tout le monde en ait effectivement peur. Donc ça va de la crise écologique à la crise économique. Enfin, c'est toujours d'ailleurs la même problématique. Comment articuler les deux? Comment arriver à sortir de la crise économique sans aller encore plus loin dans la crise écologique? Et donc on est pris dans cette tenaille. Et ensuite, il y a toutes les autres peurs, hein. Enfin, vous l'avez dit, les attentats, le fait que l'horizon soit bouché. Alors maintenant, la maladie, le virus, le fait que ce virus il soit systémique. C'est pas uniquement une épidémie qui arrive comme ça. On voit que toutes les conditions étaient là pour que l'épidémie soit rapide, violente et qu'une autre puisse arriver Et on ne après. sait pas de quoi va être fait l'avenir par rapport à Voilà. cette Et c'est très épidémie. difficile, et on voit pour les jeunes aujourd'hui la difficulté de se projeter, non seulement dans l'avenir, mais même demain. Enfin, c'est quelque chose de très anxiogène. Et le fait que ça soit notamment la population jeune qui soit frappée
frappé de plein fouet, c'est très inquiétant. Et alors, avec ça, vous avez dit les réseaux sociaux. Bien sûr que les réseaux sociaux entretiennent la peur. La peur, c'est un sentiment facile et en même temps excitant. Il y a une forme d'excitation mauvaise à entretenir la peur et à se faire peur soi-même. Hein. Quand on est enfant, on joue à se faire peur. Là, d'une certaine façon, oui, il y a cette idée de jouer à se faire peur, sauf que le jeu est plus très drôle. À se faire peur ou à faire peur, hein. Les deux. Je pense que les deux se nourrissent l'un l'autre. Justement, les réseaux sociaux, un petit arrêt par les réseaux sociaux. La justice rendue par les réseaux sociaux, la justice en place publique, est-ce que c'est vraiment ça la justice ou est-ce que c'est une parodie de justice, qu'il s'agisse ou pas d'ailleurs de MeToo? C'est une question très compliquée à laquelle... Mais je sais que vous allez savoir y répondre. Vous avez une grande espérance. Non, c'est une question très compliquée parce que, si vous voulez, il y a une forme d'intérêt dans la justice par les réseaux sociaux qui est justement de faire bouger la justice institutionnelle. Pour autant... Alors, comment faire bouger sans que ça devienne pas de la délation? C'est tout le problème. Et en revanche, elle n'a pas vocation à s'y substituer. Moi, j'ai une à la justice. Peur à la justice institutionnelle. Moi, j'ai très peur que la société civile prenne le pas sur l'état de droit. Et je pense pas du tout qu'il en ressorte quelque chose de beau, d'heureux, d'irénique et de merveilleux. Je pense que la nature humaine est plutôt mauvaise et que si elle n'est pas régulée par le droit, hein, pas par une forme d'autorégulation complètement fantasmée, elle va aller à sa perte. Et c'est plus le puritanisme, la délation qui vont l'emporter que toute autre forme de liberté. Donc je pense qu'une pure autorégulation du social est complètement contraire à l'idée d'une forme de liberté à terme. Et je pense que c'est une erreur, voire une contradiction de penser que se faire justice soi-même et faire la justice par les réseaux sociaux amène plus de justice. Je pense que au contraire, même si chez certains il y a une réelle exigence de justice, hein, il ne faut pas évidemment dire le contraire, mais je pense que le moyen est tout à fait contraire à la fin et qu'à mépriser les institutions, à mépriser l'état de droit, on court à sa perte. Et je pense qu'au contraire, il faut essayer de faire progresser la justice comme institution. Et ça, en revanche, ce combat, il mérite d'être mené. Et alors, les réseaux sociaux, ça vous fait peur quelque part? Les réseaux sociaux, moi, j'essaye de Vous n'y êtes pas sur les réseaux sociaux, hein? Si, j'y suis un peu, mais de manière passive, quoi. Je regarde un peu ce qui s'y passe. Voilà, c'est quand même important de ne pas être complètement déconnecté. Enfin, important, on pourrait d'ailleurs. Mais bon, moi, ça m'intéresse quand même de voir ce qui s'y passe. Ensuite, bien sûr que c'est terrifiant, mais tout mouvement de foule est terrifiant. La masse est terrifiante. La foule, elle est rarement guidée par la raison, par le désir d'équité. Non, la foule, elle est guidée par le sang, par le spectacle. Donc voilà. Et on entend bien la philosophe derrière ce que vous dites actuellement. Hein? Je sais pas, mais en tout cas, la question de la foule et de la masse, ça a quand même été quelque chose de très travaillé en philosophie politique. Et on sait bien que ça ne mène pas à une société idéale. Et ça peut mener à la dictature aussi, hein? En tout cas, oui, il y a toutes les conditions d'une société atomisée pour mener à une forme de régime très, très dur. Ouais. Alors, ce roman, c'est seulement un roman, c'est aussi une manière de dire que vous-même, vous avez peur du monde tel qu'il a été, tel qu'il est, et éventuellement tel qu'il évolue. Oui, mais en même temps, moi, j'essaye non pas de dépasser ma peur, parce que je n'ai pas cette force-là, mais quand même de ne pas la laisser régner. Je pense que les mauvaises conseillères, la peur, on a tous peur. De toute façon, dès qu'on a des enfants, dès qu'on a des gens qu'on aime, on a peur pour eux. Enfin, ça fait partie de la vie, la peur. Et c'est même vivant, d'une certaine manière, d'avoir peur. Mais ensuite, de se laisser déborder par la peur et que ce soit elle qui prenne les décisions à votre place, là, ça devient beaucoup plus dangereux. Donc, j'essaye de la tenir à distance. Mais aujourd'hui, c'est difficile de la tenir à distance parce que justement, lorsque vous ouvrez la radio, lorsque vous ouvrez la télé, lorsque vous ouvrez un journal, lorsque vous ouvrez un réseau social ou bien une application, vous entendez parler de pandémie, de risques, de principes de précaution. L'ambiance est anxiogène, le climat est totalement anxiogène. Et ça n'a pas toujours été comme ça. Non, bien sûr. Non seulement ça n'a pas toujours été comme ça, bon, ensuite il y a des raisons pour que ce soit comme ça, mais ensuite c'est aussi c'est la façon dont
on met en évidence quelque chose. C'est-à-dire que, comment dire, c'est pas parce qu'il y a une crise objective qu'il faut mettre le curseur sur la peur qu'elle génère. On peut gérer autrement la crise. On peut aussi, je sais pas, essayer de trouver des solutions, repenser un socle théorique, économique, politique. Ça peut être justement l'occasion, je sais pas, d'un formidable renouveau. Ben, c'est pas trop De vers penser ça. à réfléchir à un nouveau monde, quelque part. Ben ouais. Un New Deal, comme On pourrait, en tout on cas, disait dans les années 30. on pourrait essayer de valoriser ça plutôt que la crainte qui fait qu'on se replie sur soi, qu'on a peur de son voisin, qu'on le dénonce si il rentre après le couvre-feu. Enfin, vous voyez, c'est quand même pas une société qui donne très envie, ça. Alors, dans ce livre, il y a aussi, dans ce roman, un questionnement autour d'une idée. Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Qu'est-ce qui a eu lieu? Qu'est-ce qui n'a pas eu lieu? Oui, la question alors c'est aussi la question de la mémoire et de son rapport au fait, quoi. Tout fait est toujours une interprétation. Et qu'est-ce qu'il y a derrière cette interprétation? On se pose toujours la question. Alors là, en l'occurrence, c'est aussi Lucie qui cherche dans sa mémoire et qui a une mémoire atrophiée, qui est même un peu amnésique et qui se demande si ses souvenirs sont réels ou pas. Et ça, c'est une question très troublante, je trouve. Et souvent, quand il y a eu trauma, c'est une question qui se pose. Est-ce que nos souvenirs sont vrais? Est-ce que c'est des souvenirs écrans? Est-ce qu'on fabule? Et donc, on perd un petit peu le sens du réel et ça crée là aussi une forme d'angoisse. Page 105 du livre, je vous cite. Les choses sont dans la tête sont-elles inexistantes et les souvenirs, partir de la mémoire, peut-être aussi, faut-il partir de la mémoire? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors là, c'est Lucie qui est dans son travail. Donc, elle est journaliste scientifique pour un journal de vulgarisation scientifique. Donc, parce qu'elle était au CNRS, c'est ça, hein, elle était prof et donc elle a changé de chimie, enfin de physique-chimie. Et donc, c'était une scientifique. Et elle a arrêté l'enseignement pour travailler dans un journal et faire des dossiers. Et on comprend, j'ai cru comprendre aussi quelque part qu'elle a arrêté d'être au CNRS parce que peut-être que au niveau financier, ça ne permettait pas de couvrir les besoins de la famille. Alors, et ça pose le problème justement quelque part. La question du statut, oui. Du Bon, statut. ensuite, Enfin, c'est peut-être une vue d'esprit. Parce que journaliste dans un journal scientifique, on ne gagne pas non plus des milliers et des cents. Mais oui, bien sûr. Alors, si c'est pour dire que les profs sont pas assez bien payés, je vous dirais oui. C'est ça. Bien sûr. Là, ça pose ce problème. Ça peut interroger là-dessus. Les profs, le statut des profs, c'est quelque chose qu'on veut revoir depuis même pas des années, des dizaines d'années. Et puis, on l'a jamais fait. Ouais, non, les profs sont pas très bien traités à plein d'égards. Et puis, on leur demande beaucoup de choses. Et là, en l'occurrence, justement, pour Lucie, qui était elle raconte donc dans le livre que à un moment donné, elle était plus capable de faire face à cette classe. Mais bon, pour des raisons liées à l'histoire du livre. Hein. Mais néanmoins, il y a ça aussi, cette responsabilité. Parce qu'il y a ce dialogue entre elle et Vincent autour de ça, changer de métier ou pas. Oui, bien sûr. Mais oui, on demande aux profs beaucoup alors qu'on les reconnaît de moins en moins dans la société. Ça veut dire que quelque part, c'est un manque de respect. Bien sûr qu'il y a un manque de respect, mais c'est difficile après de distribuer, de dire à qui c'est la faute, parce que c'est quelque chose de général. Le savoir lui-même n'est plus autant valorisé qu'auparavant. Donc forcément, quand on est celui qui transmet le savoir, on est moins important que celui, je ne sais pas, qui gagne du fric rapidement. Vous voyez comment les valeurs se distribuent différemment aujourd'hui. C'est un problème de valeur. Et un prof, c'est quand même c'est la profession qui travaille pour l'avenir du pays. Ah bah oui, bien sûr. Et donc pas assez respecté. Lorsqu'on méprise ses professeurs, oui. C'est parce que vous êtes aussi professeur. Donc vous le ressentez personnellement. Oui, bien sûr. Après, ça reste un très beau métier, mais c'est un métier qui est difficile, qui est difficile parce que justement, socialement, il est plus vraiment valorisé. Et reconnu, qu'il y a des situations, alors ça dépend où, quand, comment, mais il y a des situations très difficiles, de violence, et donc je trouve qu'il faudrait mettre aussi des moyens ou mieux les distribuer selon les territoires et pas les laisser seuls, parce qu'on est seul face à une classe aussi. C'est vrai. Bon, en tout cas, les profs sont des héros. Ils sont des héros. Il faut les aider. Et on revient à l'héroïne de votre roman. Donc, elle est journaliste scientifique dans un magazine qui lui a commandé un travail sur le temps, Dernières nouvelles du temps. Ouais. Et c'est donc aussi un travail sur la mémoire.
Alors justement... Justement, elle fait un travail scientifique sur le temps, donc elle rencontre des dernières avancées en physique et notamment en mécanique quantique sur le temps, et donc en général, les scientifiques s'accordent à dire qu'il n'existe pas, et donc elle se dit, s'il n'existe pas, alors mon passé n'a pas existé. Enfin, après, elle rentre comme ça d'une sorte de divagation sur la question du temps par rapport à son propre ressenti. Qu'est-ce qu'on oublie, qu'est-ce qu'on n'oublie pas, qu'est-ce qu'on oublie Et donc, jamais. elle se dit, il faut peut-être partir de la mémoire, mais est-ce que la mémoire, c'est le temps? Ça, je ne sais pas. Et en tout cas, elle part de la mémoire, parce qu'évidemment, dans sa vie, la mémoire, c'est ce qu'il y a de plus problématique. Et visiblement, il y a beaucoup de choses dans sa mémoire et là aussi, c'est très paradoxal, qui sont dans sa mémoire, mais qui n'y sont pas, puisqu'elle n'y a pas accès. Elle n'y a pas accès, mais en même temps, ça continue à travailler. Donc, voilà, on a quelque chose qui est un peu étrange, il y a un réservoir comme ça de souvenirs, mais qui est inaccessible. Alors, qu'est-ce que c'est que cette chose bizarre, quoi? Alors, ça m'a fait penser à un livre que vous avez publié en 2011, Pour mémoire. Vous avez mis en scène, vous me direz si c'est juste ou pas, hein, un adolescent dévasté par la découverte de la Shoah au point d'en devenir anorexique. Pourquoi vous faites ce choix de quelque part réfléchir autour de la Shoah? Et est-ce que c'est juste de faire un parallèle entre la mémoire de Lucie et puis cette mémoire de la Shoah? Alors, même si ça n'a rien à voir. Ouais, en tout cas, c'est travail de mémoire. Bien sûr que la question du trauma et de la mémoire a à voir avec la Shoah. On sait bien comment la mémoire a fonctionné ou n'a pas fonctionné, le temps qu'il a fallu pour arriver à parler, le changement de société aussi qu'il a fallu pour trouver quelqu'un qui écoute, pour une oreille attentive. Et oui, ce livre donc de 2011, je me souvenais plus de la date exacte. Ça remonte c'était à aussi sur la pratiquement 10 question. ans. C'était sur la question de la transmission aussi, c'est-à-dire que c'était l'histoire d'un gamin qui connaissait rien à tout ça et qui découvre, qui se retrouve nez à nez avec des images de Nuit et brouillard, sans accompagnement, c'est-à-dire de manière extrêmement brutale, devant quelque chose d'inimaginable, comme dirait Hannah Arendt, c'est-à-dire que même si on le voit, on n'arrive pas à l'imaginer parce que ça peut pas être intuitionné, c'est incompréhensible, on peut ni le mettre en image, ni le penser, ça résiste, voilà, à toute forme d'apprivoisement par la pensée ou par l'image. Et donc, face à ça, il est tellement démuni qu'il va lui-même rentrer dans un processus de désintégration physique pour essayer d'aller au plus près de ces images, en fait. Et voilà, c'est aussi un livre sur la non-transmission ou la mauvaise transmission qui finalement donne lieu à une forme de violence. Et alors pourquoi ce thème de la transmission ou de la non-transmission, de la mémoire, du devoir de mémoire, pourquoi ça vous intéresse? Parce que j'ai l'impression que ça vous intéresse. Oui, bien sûr, c'est au cœur de mon questionnement. C'est pour ça que toute la littérature testimoniale, c'est pour moi une littérature fondamentale et toujours aussi bouleversante, fascinante et qui pose toutes les grandes questions à la fois de la littérature, de la langue. Est-ce qu'on peut mettre des mots sur quelque chose qui n'a pas de sens, qui est en deçà du sens ou qui a excédé le non-sens? Et est-ce que dès lors qu'on met des mots dessus, ça ne leur donne pas malgré tout du sens? Donc est-ce que c'est pas trahir en fait ce qui a été vécu? Ou est-ce que, et en même temps il y a cette nécessité absolument de transmettre et de dire. Donc pour moi les plus grands auteurs, la littérature que j'ai pas le plus lu, mais peut-être quand même, c'est la littérature testimoniale de la Shoah. Mais bon, c'est des choses qui me Et vous avez lu beaucoup d'autres choses. On parlera de la lecture, de la culture un peu plus tard dans cette émission. La lecture, c'est essentiel pour vous. Bien sûr, et bien la culture sûr. aussi. Mais cette question de la transmission, elle est vraiment importante. Et puis moi, je fais partie d'une génération où cette transmission, elle n'a pas été très bien faite. Je vois mes enfants, ils ont vraiment des cours, il y a des témoins, ils ont eu la chance d'entendre des témoins. Là, vous parlez de la Shoah. Hein. Ouais, pardon, de la Shoah. Et c'est vrai que moi, j'ai l'impression d'être passée un peu que j'ai vraiment tout découvert en lisant, alors de manière effrénée, toute la lecture testimoniale, en parlant aussi beaucoup. Par exemple, j'avais rencontré Charles Palan, autour duquel on avait fait tout un travail d'écriture. Il y avait 5 écrivains. Qui viennent de mourir. Et on avait fait un livre, justement, sur la transmission. Et voilà, moi, c'est un travail qui est très important pour moi. Je ne peux pas exactement vous expliquer. Donc, Charles Palan, on précise pour nos éditeurs, un rescapé de la Shoah. Oui, tout à fait. Et voilà, et qui...
voilà, qui racontait ça de manière très intéressante enfin, il y avait Alice Zéniter, il y avait tout un petit nombre, Noël Châtelet, Parce que vous avez Elisabeth participé, Bramy, vous avez voilà, et on participé était à un colloque au mémorial de la Shoah, si je ne me voilà trompe aussi. pas. Et Ouais. donc, Je crois ce que qui c'était était en intéressant, 2018, c'était il me le semble. projet, Ouais. était que des écrivains, à travers un dialogue avec lui, essayent de transmettre quelque chose. Donc, c'est le pari de la littérature, quoi. Et je pense que c'est un beau pari et en même temps qui est toujours insatisfaisant d'une manière ou d'une autre. On revient à 2021, est-ce qu'il faut avoir peur du monde? C'est un peu ce que vous avez dit au départ, mais précisément, est-ce qu'il faut avoir peur du monde tel qu'il est? Et comment peut-être dépasser cette peur, dépasser la peur? Je pense pas qu'il faille avoir peur parce que, encore une fois, la peur, c'est plus un motif de paralysie que d'action. En revanche, il faut être lucide et voir que le monde tel qu'il est n'est pas n'est pas un monde satisfaisant et qu'il faut essayer d'envisager des moyens d'action pour le transformer. Là, oui, si la peur peut être juste un aiguillon pour engager à l'action, oui. Si la peur est là juste pour nous anéantir ou juste nous anesthésier, non. Parce que, bon, vous avez parlé de la Covid, la crise sanitaire, la crise du coronavirus il y a quelques minutes. Ça fait déjà plus d'un an qu'on est sous Covid. Est-ce qu'on a trop peur de la maladie? Est-ce qu'on a trop peur de la mort aujourd'hui? C'est pas à moi de dire si on a trop peur ou pas. Enfin, mais en revanche, c'est vrai que notre rapport à la mort a complètement changé. Quand vous parlez à des gens justement qui ont vécu la Shoah, qui ont vécu sans nécessairement vivre la Shoah de plein fouet, mais la guerre, qui ont vécu alors sous d'autres latitudes, des guerres de décolonisation. Enfin, bon, pour eux, c'est vrai. Enfin, moi, j'ai une amie qui vient de mourir, qui a vécu la guerre, dont la mère est morte à Auschwitz, et qui, lorsqu'elle voyait tout ça, enfin, elle était un peu décontenancée, quoi. Il y a quand même, comment dire, à la fois, il y a quelque chose qui lui rappelait cette idée de l'enfermement, de pas avoir le droit de sortir, enfin, un truc comme ça, une sorte de réminiscence. Mais c'est quand même pas la même chose. Mais c'est quand même pas la même Ah, parce chose. que Enfin, les rues quand on nous dit... sont pas jonchées de cadavres. Voilà, parce que On n'a quand pas on- du tout la même expérience. C'est-à-dire que nos aïeux, nos parents, nos grands-parents voyaient la mort dans la risquer leur rue. vie tous les jours. Hein. Parce Ouais, que quand oui, on mais nous non dit... seulement ça, mais en plus, la mort était quelque chose de physiquement quotidien. C'est-à-dire on touchait des morts. Aujourd'hui, on meurt à l'hôpital. Parce que quand on nous dit, et c'est peut-être vrai, hein, c'est dur d'avoir 20 ans aujourd'hui. Oui, Si ce on qui est revient, vrai aussi, hein. ce qui est vrai, pendant la guerre, Oui, mais c'était autre chose. vous voyez pourquoi c'est dur aussi d'avoir 20 ans aujourd'hui? C'est qu'au moins pendant la guerre, on se battait contre quelque chose. Aujourd'hui, contre quoi on se bat? Contre un virus invisible, en restant chez soi enfermé. Quelque part, c'est horrible aussi pour cette jeunesse Mhm. qui n'a pas de combat à mener. Alors, elle en a en réalité, mais isolée chacun chez soi, sans perspective, sans avoir même d'ennemis, parce que bon, l'ennemi, il est diffus, quoi. Je trouve que c'est très, très démoralisant aussi. Alors, je dis pas que c'est mieux la guerre, Ouais. mais d'une certaine manière, au moins, l'ennemi, Au il moins, il est on lisible, sait quoi. où est l'ennemi, on sait qui est l'ennemi. Et ça veut dire aussi qu'on est dans un monde qui est en train de basculer. Je pense qu'on est à un moment de bascule, oui. Je pense que, enfin, on le sent, hein. Et puis bon, il va y avoir une casse économique terrible, hein, à l'issue de la pandémie. Donc oui, oui, bien sûr qu'on est à un moment de bascule. Alors, qu'est-ce que ça va donner, ça? Moi, malheureusement, je ne sais pas. On verra. Mais en tout cas, pas de chance du livre. On revient à votre roman. C'est une réflexion de Vincent, donc le mari de Lucie. La vie dans les capitales aujourd'hui est objectivement dure. Il y a quelque chose comme ça qui vous soumet. Ça vous soumet à un ordre et à une contrainte diffuse. Et la principale dynamique, c'est le mouvement perpétuel, la vitesse, la compétition. C'est aussi le constat que vous faites à travers Vincent. Oui, oui, un petit peu. La question de la ville. Alors, Alors, vous citez d'ailleurs un certain nombre de lieux, hein, la Dordogne, les tours du 13e arrondissement aussi. Plusieurs oui, fois, oui, parce que vous c'est là revenez, qu'elle travaille. hein, Ouais. plusieurs fois, vous revenez, vous décrivez ces tours Ouais, ouais, du mais j'aime 13e. bien être dans une géographie précise quand j'écris. Je La trouve que Dordogne, c'est important pour vous. C'est des Alors, lieux. il y a la Dordogne Vous parlez aussi de la contre Bretagne. Paris, d'une Ouais. certaine manière. C'est un peu le lieu du passé, le lieu du présent. Mais j'aime bien, lorsque j'écris, être précise dans la description des lieux. Je trouve que c'est important que ce soit concret et qu'on puisse s'imaginer, qu'il y ait un décor très
très, très spécifique. Et donc là, effectivement, ça se passe pas mal dans le 13e arrondissement. Mais parce que ce décor est important aussi dans son quotidien, quoi. Elle voit toujours la même tour sous toutes Et la brume, sous les vous couleurs citez différentes. souvent la brume. Voilà, La parfois, brume, elle est cachée par la brume, parfois, elle est ensoleillée. Elle imagine qu'est-ce qu'il y a derrière. Enfin, voilà, on vit tous avec un paysage quotidien qui est notre rue, nos voisins, notre vis-à-vis. Et ça fait partie de notre décor. C'est vachement important, je trouve. Donc, en tout cas, moi, quand j'écris, j'aime bien que les choses soient très, très incarnées. Donc ça, c'était important. Mais en revanche, sur la question de la ville, et surtout de la grande ville, oui, moi, je suis très... peut-être de moins en moins tolérante. Je supporte de moins en moins, quoi, la grande ville, la course permanente, le fait qu'il y ait quelque chose quand même de très artificiel dans cette vie, quoi. Alors là, elle est à l'arrêt, la ville, donc on voit d'autant plus l'absurdité d'une certaine manière. Mais je sais pas, moi, je suis en manque permanent de nature, quoi. Alors justement, vous êtes en manque permanent de nature. Donc au cœur du livre, il y a l'enfance. Et Lucie notamment attachée, comme on vient de le dire, à des lieux, à la Dordogne. Mais quelque part, c'est un peu vous. Hein, vous êtes attaché aussi à des lieux. Ouais, Le ça c'est Luberon, vrai. je sais pas. La Dordogne, c'est votre Luberon peut-être, je sais pas. Ouais, moi J'imagine. c'était plus l'Auvergne, Ou l'Auvergne, mon lieu ouais. d'enfance. Mais Ouais. oui, c'est vrai que je suis très très attachée à certains lieux qui sont aussi évidemment associés à des moments d'enfance, des vacances. Enfin, donc c'est des lieux heureux, quoi. Donc forcément, ce sont plutôt des bons souvenirs qui les colorent. Mais c'est vrai que, alors surtout l'Auvergne, parce que j'ai une famille auvergnate et voilà, il y a quelque chose comme ça de la pureté de l'air, de l'horizon sans fin, qui manque à la ville. Et on l'a vu pendant le confinement. Vous étiez resté confiné à Paris ou Alors vous êtes non, parti moi en j'ai eu la Auvergne? chance de partir justement avec les enfants, ma mère, j'ai amené tout le monde parce que déjà j'avais pas envie qu'elle reste toute seule et enfin bon voilà, c'était une manière aussi de regroupement familial pour que tout le monde soit ensemble. Et mais sinon pour ceux qui sont restés, vraiment j'ai quand même pas mal parlé avec les copains et tout. Bah, c'était pas la même vie, quoi. Ceux qui habitent à la campagne, moi j'ai plein de familles qui habitent à la campagne ou en bord de ville, mais en tout cas pas loin de la campagne. Ça n'a pas été le même confinement que pour ceux qui vivaient dans leur appart de 2 pièces à Paris. Et là, on commence à voir l'inégalité, quoi, qui est liée justement à la vie urbaine. Alors certes, la vie urbaine, elle peut être super excitante quand tout est ouvert, quand les cinémas sont ouverts, quand les restos sont ouverts. Mais là, elle est juste dure, quoi. On la subit juste. Et d'ailleurs, ce livre, il a été écrit jusqu'à quelle date? À quelle date vous l'avez Alors, terminé? je l'ai Est-ce que vous terminé l'avez terminé? juste au début de la pandémie. Et donc, j'ai dû terminer pendant le confinement. Mais quand j'ai terminé, j'ai repris D'accord, donc il n'y a les petites aucun corrections. Donc, il rapport n'a avec le pas été confinement. écrit pendant Voilà. le confinement. Alors, il y a aussi donc présent dans ce livre la thématique du silence, Mazarine Pinjot. Est-ce juste de considérer que c'est un livre aussi sur les fêlures de l'enfance que l'on dissimule quand on devient adulte? Oui, bien sûr que c'est Et un livre l'enfance est aussi très là-dessus. présent dans votre œuvre, quelque part. Oui, elle est centrale. Hein, Elle est vous avez écrit une centrale. quinzaine de livres. Ouais, l'enfance, le secret, le silence. Oui, bien sûr, c'est un motif central Le secret, le de mensonge, mon le déni. travail. Ouais, surtout le silence, comment ça s'organise, quoi. C'est pour ça aussi qu'on parlait de littérature testimoniale. Je suis très sensible à cette question-là. Qu'est-ce qui fait qu'on arrive à parler? Comment? Ou qu'on Par ne quel parle pas. biais? Ou avec qui? Ou qu'on ne parle pas? Enfin, pourquoi est-ce que lorsqu'on a été victime, on a la honte accompagne la difficulté de parler et, on voit bien cette difficulté à dire quelque chose alors qu'on en a soi-même été la victime. Ça, encore une fois, c'est vraiment l'un des motifs importants de cette littérature. Et donc, oui, c'est quelque chose qui m'accompagne. Ensuite, c'est évidemment aussi lié à mon histoire, hein. Mais voilà, ce sont des thèmes qui, à la fois, sur l'âme humaine, me paraissent fascinants. Et j'arriverai sans doute jamais à en faire le tour. Et ensuite, qui, d'un point de vue littéraire, me paraissent importants. Et alors, vous avez évoqué plusieurs questions quand vous parliez de ce livre. Depuis la sortie de ce livre, vous êtes posé cette question, qu'est-ce qui fait qu'on ne parle pas? Que protège-t-on quand on ne parle pas? Que trahit-on quand on parle? Ouais. Et vous répondez quoi à ces questions? À vos questions. Ça dépend. Ça dépend quelle est la situation comptée. En tout cas, on protège souvent les autres. On protège une image de soi-même. On protège
un souvenir, on protège une structure sociale, une famille. Enfin, voilà, on sait bien que lorsqu'on ne parle pas, c'est pour protéger. Mais bon, hein, en même temps, cette Alors, je vais vous protection... aider, peut-être parce que c'est ouais. peut-être des questions que vous posiez, vous me direz si c'est le cas ou pas. Dans votre enfance, quand au lycée, on vous demandait quelle était la profession de votre père et vous écriviez, je crois, écrivain ou avocat. Oui, oui, c'est vrai. Alors, c'était surtout dans la petite école, parce La petite école, parce qu'après, qu'après, c'est un peu plus heureusement, on ne compliqué. demande plus. Voilà, ouais. Mais Et vous saviez qu'il fallait, on vous avait pas dit, il faut pas le dire. Vous saviez qu'il fallait pas le dire. C'était un secret, oui, je savais, oui. ouais, un Bah, je secret qui suis fallait garder. grandi, enfin, je l'ai toujours su. Je veux dire, c'est pas Hmm, j'ai grandi dans une forme de clandestinité. hmm, Donc, c'est pas arrivé du jour au lendemain, hein. C'était déjà comme ça avant qu'il devienne président. hmm. Donc, oui, oui, bien sûr que je le Donc savais. hein, François Mitterrand. Oui, Hein. au cas où quelqu'un Voilà. l'ignorerait. Ouais. Et quand on Quel est scoop. enfant, donc jusqu'à Ouais. 5-6 ans, quand on a ce secret en soi, qu'est-ce que ça implique? Comment ça fait réagir? Comment ça fait réfléchir? Ah, ça implique des choses pour après. C'est-à-dire, quand on est enfant, on s'en rend pas compte. On vit dans une famille avec ces lois-là. Enfin, ça Hmm, serait d'autres, on serait fabriqué par d'autres lois. Enfin, donc, on comprend ce que ça fait sur vous beaucoup plus tard. Parce que la norme pour un enfant, c'est la sienne d'abord. hmm. C'est les autres qui sont différents, c'est pas soi-même. Et donc le poids du secret, le fait de ne pas revendiquer son nom de famille, c'est des choses finalement dont on se rend compte qu'elle crée des petits empêchements dans la vie, enfin, avec des petites névroses, mais vous en rendez compte plus tard, quoi. Voilà. Et enfin, et puis ça vous a pas forcément porté préjudice, personnellement et humainement. Pff, oui et non, enfin, Ça a été une enfance sans doute dure, difficile. c'est difficile de répondre à ça parce que on peut pas dire que c'est difficile de dire que votre vie vous a porté préjudice. C'est votre vie, Hmm. voilà, elle est comme ça et elle est compliquée. Il y a des choses qui sont difficiles, enfin difficiles, je veux surtout pas passer pour une victime, mais qui Hmm. sont compliquées après à dépasser dans le rapport aux autres, dans le rapport à soi-même, dans le sentiment d'illégitimité. Bon, voilà, c'est des choses qui vous accompagnent. Après, c'est difficile d'arriver vraiment à les dépasser, Ah, mais pour autant, il y avait aussi plein de bonnes choses, quoi. Enfin, hmm. Alors Lucie, elle est rattrapée par des fantômes, hein, dans ce roman. Est-ce que vous êtes rattrapée par les fantômes de votre enfance? Est-ce que vous avez été rattrapée par les fantômes de votre enfance? je sais pas si je peux dire ça. C'est pas Est-ce là-dessus, que vous on avez n'a pas encore la des même. peurs d'enfance? Ah oui, oui, ça, des peurs d'enfant, j'en ai plein. Lesquelles? Oh là là, j'en ai plein. J'ai peur du noir, j'ai peur des bruits la nuit, je me raconte plein d'histoires, j'ai peur d'être toute seule dans une maison si elle est isolée. Bon, enfin, c'est des choses qui sont partagées par plein de gens, hein, mais Hmm. j'ai Mais c'est plein de dû à peurs. c'est dû à l'enfance? Je pense. J'ai des peurs d'enfance, quoi. Les, les- Hmm. les trucs dont les enfants ont peur, ils font des cauchemars. Bah, j'en ai encore quelques-uns, ouais. Et alors, en lisant ce livre, on se dit aussi que c'est sans doute une manière aussi pour vous, alors vous me direz si c'est vrai ou pas, de replonger dans votre propre enfance, pardon, et de ce que vous avez peut-être partagé avec votre père. C'est juste ou faux? C'est pas, enfin, tout livre a, comment dire, de manière anecdotique, c'est éloigné dans le sens où c'est transformé, voilà, il y a quand même un écart entre enfin moi ce que j'ai pu lire et le livre, bien sûr, C'est c'est pas pas du une tout la, autobiographie, bien pas du sûr. tout, du tout, non, non, c'est une histoire purement fictive, les personnages sont Mais il y a fictifs. peut-être des réflexions que Mais vous avez eues. ensuite, voilà, on Ouais. est quand même complètement nourri, évidemment, par l'expérience de la vie qu'on fait quand on écrit. On est soi-même le produit d'une expérience. Donc, c'est à cette expérience-là qu'on puise sans arrêt, Et oui. alors, vous puisez aussi dans le cadre de ce livre, dans vos lectures, hein. Vous faites référence à un certain nombre d'auteurs, à Descartes, à Verlaine, Apollinaire, Leibniz, Bergson, Husserl, même à Einstein. Oui, mais ça, c'est aussi parce qu'elle fait Oui, son parce qu'elle dossier sur travaille le oui, temps, donc mais elle va c'est chercher pas des... anodin aussi que vous citiez ces Non, auteurs. parce que la question du temps, elle m'intéresse aussi, Ouais. Mais les auteurs, ouais. l'écriture, la lecture, la culture, ça vous intéresse. Ça vous intéresse aussi. Oui, mais c'est pas. Je précise que c'est pas un livre à thèse, c'est pas. Oui, Non, mais voilà, mais c'est c'est juste. important aussi, la lecture et les livres, la culture pour vous. Ah ben, pour moi, dans ma vie, oui, bien sûr. Moi, j'ai besoin de lire. C'est presque une drogue, c'est-à-dire que ça me nourrit. Mais
je dirais que c'est presque une faiblesse de ma part. Je serais angoissée si j'avais rien à lire, quoi. Plus qu'un autre art, sans doute. Parce que peut-être, c'est peut-être votre père qui vous a transmis cet amour de la lecture. Ouais, sans doute, il aimait les livres, donc je pense que c'est des choses qui se transmettent comme ça, même silencieusement. Il aimait lire, j'aime lire. Je sais pas s'il y a un lien direct, mais en tout cas, oui, oui, le fait de le voir aimer la lecture a induit sans doute, une appétence pour ça. Mais c'est vrai que moi et puis la solitude aussi. J'étais très solitaire quand j'étais enfant, comme, c'était pas évident de pouvoir inviter n'importe qui chez moi, de faire des fêtes, et cetera. Enfin, et ben, la lecture, a pas mal compensé. C'est pour ça qu'elle m'est assez Et vitale. elle vous a ouvert sur le monde aussi, la lecture. Oui, ça ouvre sur le monde. Alors sur un monde un peu particulier, mais c'est vraiment moi, c'est mon monde, c'est-à-dire un monde qui est pas forcément le monde de la pure actualité, de ce qui se passe au jour le jour, mais c'est un monde plus intime, plus profond parfois, La réflexion. ouais, qui parfois aussi va vers la réflexion, la pensée. Enfin, c'est un monde un peu en retrait, mais moi qui me convient bien Et aussi. je suis sûr que vous dites aujourd'hui pour un enfant, un jeune, c'est essentiel de lire. Ah mais c'est essentiel, aucun de mes enfants ne lit, Ah bon? je suis désespérée. Non, si, ils lisent un peu, mais alors vraiment pour l'instant, c'est pas leur passion, quoi. Parce que quand vous étiez jeune, lycéenne, étudiante, vous lisiez combien de livres par semaine? Moi, j'ai commencé à lire tard, enfin tard, je sais pas, j'étais au collège, quoi. Avant, j'aimais pas lire du tout. J'ai pas j'ai j'étais Quand j'étais enfant, j'ai jamais lu de littérature pour enfants, en fait, Hmm. ou de jeunesse. Je Vous suis parlez de passée la Bibliothèque Rose ou... Ouais, Ouais, jamais. jamais. J'y allais directement, j'aimais pas lire Au et puis classique. voilà et tout à coup, j'ai eu un déclic, je sais pas ce qui s'est passé et là, après, j'ai plus arrêté vraiment mais encore une fois, c'était un peu pathologique, hein, donc c'est pas non plus un exemple à suivre. C'est bien aussi de faire autre chose que de lire. Hmm. Ouais, il faut lier un peu toutes les satisfactions, on va dire, Oui, de oui, la non, vie. mais voilà et puis il faut sortir, il faut bouger, il Voilà, faut faire du sport. faire du sport, ainsi de suite. Non, mais bon, voilà, moi, c'est vrai que la littérature a été m'a beaucoup aidée, quoi. Tout au long de ma vie, elle m'a aidée. Alors, il y a eu des fois, des périodes où j'ai moins lu, parce que j'étais plus active, je sais C'est pas. quoi, moins lire? C'est Des 2 livres au lieu périodes de 3 où livres par semaine? aussi, ça dépend ce que je lis. Il y a des périodes où je lis que de la philo pour mon boulot, enfin, et dans ce cas-là, je lis pas du tout de romans, et puis Hmm. d'autres fois où je lis que des romans et j'ai plus envie de lire des choses théoriques. Enfin, voilà. Mais encore une fois, c'est un peu c'est mon doudou un peu. Alors, désolé de vous parler encore de votre père, mais qu'est-ce qui vous a transmis? Qu'est-ce qui vous a transmis comme valeur? Est-ce qu'il vous a sans doute transmis les valeurs de la République, les valeurs républicaines? Aussi. C'est difficile de dire qu'est-ce qu'on vous transmet. Aucun parent prend en face Hmm. son enfant en lui disant alors je vais te transmettre Oui, ci, mais on le ça, ça. ressent, on le Voilà. ressent. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on ressent, qu'est-ce qu'on éprouve? Oui, bien sûr qu'il m'a transmis beaucoup de choses. Je sais pas si ça peut se traduire en valeurs républicaines, mais en revanche, un vrai goût pour une forme de liberté. En tout cas, pour s'y acheminer. Je dis pas du tout que moi j'y parviens, mais un désir de liberté et aussi un certain rapport au temps, d'être attentif à ne pas, à ce que votre temps ne vous soit pas imposé de Vous l'extérieur. diriez aussi comme lui, il faut laisser du temps au temps. Ouais, j'aimerais pouvoir le dire jusqu'au bout, quoi. Hmm. J'aimerais moi-même, arriver à être aussi, voilà, à ne pas convertir le temps en rentabilité. Parfois, j'ai tendance à le faire aussi, mais parce on est pris, quoi, dans les raies, du social, dans cette forme de course, d'injonction et qui, je pense, est très dommageable, mais c'est un combat, quoi, de chaque jour. Le 10 mai 80, vous aviez quoi, 5 ans et demi? Ouais. Quand vous voyez le visage de votre père à la télévision, qu'est-ce que vous dites? Mais je me souviens plus très bien, en fait. Ouais. Déjà, je Vous y savais, attendiez ou pas? oui, oui, parce Parce que que je suppose qu'il vous en avait parlé avant. oui, bien sûr, bah, Il y avait la campagne, il y avait ce débat que vous avez vu enfant, mais ça, vous l'avez revu peut-être après, ce débat avec Giscard, qui rappelait le débat de 7 ans ouais, 7 ouais, ans alors avant. autant vous dire que moi, Ouais, vous n'étiez pas encore là, mais bon, ce débat, enfin, voilà, le 10 mai 80, vous voyez le visage de votre père sur les écrans de télévision, mmh. qu'est-ce que vous dites?
Je m'en souviens plus. En fait, d'abord, on le savait puisque mon père nous avait appelé. 2 heures avant, je suppose? Ouais, Mmh. voilà, donc ça y est, c'était. Et moi, c'est-à-dire que j'étais plus attentive à la réaction de ma mère que à ce qui se passait pour le pays. Le Mmh. pays, j'avais pas une grande notion de ce que ça pouvait représenter, ni la politique, etc. Mais je voyais plutôt qu'est-ce que ça allait changer pour nous, quoi. Et Mmh. en fait, ça n'a rien changé. Enfin, au contraire, il était encore plus présent. Mais j'ai pas un souvenir hyper précis, sinon que j'étais sur les genoux de ma mère et qu'on regardait toutes les deux ce petit écran. Et après, je sais que mon oncle et ma tante sont venus me chercher pour aller faire la fête et que ma mère a pas voulu parce que j'avais école le lendemain. Ça, sinon, je m'en serais encore plus souvenu si j'étais allée faire la fête avec mon oncle et ma tante. La Mais fête donc, place de la Bastille? ouais, la fête. Vous y étiez place de la Bah Bastille? non, justement, j'y Hein? étais pas. Et alors, pendant longtemps, donc jusqu'à vos 20 ans, les Français ont ignoré votre existence, Mazarine Pinjot. Comment vous réagissez en 1994 quand vous passez quelque part de l'ombre à la lumière, quand votre photo apparaît dans la presse? Bah mal. Je réagis mal. Enfin, je peux rien faire. Je suis juste. Je dois juste subir cette photo, quoi. Enfin, de voir mon image partout, alors que j'avais l'habitude plutôt de me cacher, et j'avais l'impression d'être dénoncée, quoi. Que mon visage était On vous a placardé. volé quelque part, Ouais, en tout cas, enfin, tout à coup, ce qui était ma raison d'être, qui était une forme de secret, avait été trahi en quelque sorte, j'étais devenue un peu une bête de foire, quoi. Enfin, donc bon, comment vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez faire par rapport à ça? Bah, rien. Enfin, voilà, vous essayez de continuer à vivre normalement, à faire exactement la même chose que ce que vous faisiez la veille, et puis à faire le dos rond, quoi. Et alors, la vie politique de 2021, elle n'a plus rien à voir avec la vie politique de 1980, c'était il y a 40 ans. C'est quoi? C'est une question de génération, d'évolution des temps ou de perte des repères? Bah, tout ça à la fois. Mmh. Tout ça à la fois. Alors, on va s'attarder sur la perte des repères, c'est le cas ou pas? Ouais, Et comment? c'est difficile. Enfin, il faudrait, je sais pas, une année entière pour essayer de dérouler tous les motifs qui font que la politique a changé. Mais parce qu'il y a un ensemble de facteurs qui sont concomitants, en fait. La perte des repères, elle n'est pas liée à la politique. Enfin, Mmh. c'est plutôt la politique qui est le miroir Du temps. de la perte des repères. Mais le fait que, enfin, il y a une longue évolution aussi économique, ou dans une croyance, dans un tout économique où le politique, au fur et à mesure, c'est un petit peu éloigné, a été secondarisé par rapport à une forme d'idéologie, quoi, néolibérale quand même, qui est de l'ordre de l'idéologie. C'est-à-dire qu'on croit que l'économie peut Tout agir toute seule, rélancer, quoi. ouais. Et je pense qu'on a des dirigeants qui croient à ça, qui sont dans cette croyance. Donc forcément, si vous croyez que la gestion économique est plus importante que le politique en tant que tel, forcément, la politique va changer. Enfin, C'est-à-dire que c'est l'absence d'idéologie, de réflexion, alors c'est une idéologie, mais la fin du qui clivage met pas au cœur la droite-gauche. question du commun, la question du peuple, qui met pas au cœur de sa pensée la question sociale. Et on sent que vous le regrettez. Ah bah moi je le regrette, bien sûr que je le regrette. Alors c'est pas la seule raison, hein. Après il y a plein d'autres raisons pour lesquelles la politique s'est affaissée au fur et à mesure. Il y a un contexte international important, il y a un effritement du lien social, il y a les réseaux sociaux, hein, comme vous dites, qui mettent comme ça, qui remettent au cœur une forme de fausse société civile, enfin qui n'existe pas, la société civile au lieu du peuple, quoi, déjà, et qui est une forme d'illusion, qui fait ressortir dans une forme de temporalité complètement biaisée, dans cette espèce de présent permanent où le passé n'existe pas, la mémoire n'existe pas, l'histoire La a été culture. complètement balayée, Mmh. où l'avenir est assez pauvre, et on a l'impression que de cette espèce de pur social va émerger quelque chose qui serait de l'ordre de la politique. Je pense que c'est une erreur. Dernière question, Mazarine Pinjot. 2021, c'est aussi l'année Mitterrand, Mm. on a commémoré il y a quelques semaines, le 25e anniversaire de sa disparition. Ouais. Le 10 mai, c'est le 40e anniversaire, donc 40e anniversaire du 10 mai. Et puis, ça va être aussi à l'automne prochain, l'anniversaire de l'abolition de la peine de mort. Comment vous ressentez cette mémoire qui, quelque part, est en vous?
Alors, je suis pas sûre que ma mémoire soit la même que celle que vous avez dite. Enfin, c'est-à-dire que ces grands événements, historiques, moi, je les ai pas, vécus de la même Mais manière. ça fait partie de vous aussi, quelque part. Oui, mais ce qui fait partie de moi, c'est plus mon père, Mmh. enfin, au quotidien Alors, que le président, si vous voulez. Alors la mort, oui, par exemple, voilà, cette mémoire-là, elle fait plus partie de moi que l'abolition de la peine de mort. Moi, enfin, je fais partie de ceux qui bénéficient, de ce legs des acquis sociaux, voilà, mmh, mais au même titre que tout le monde. Ensuite, moi, je suis assez nostalgique d'une période où le combat politique voulait vraiment dire quelque chose, où l'espoir était infini, où la liesse était démesurée. Alors voilà, ensuite, évidemment, dès qu'on est au pouvoir, on peut décevoir, faire des erreurs, mais il n'empêche qu'il y avait cette idée qu'on pouvait changer la vie, quoi. Et ça, ma génération et celle qui suit, malheureusement, on n'a pas vécu ces grandes victoires. Alors, on en a vécu, mais pas aussi radical, quoi. Pas aussi, euh, pas aussi en rupture avec le monde d'avant. Et le fait est aussi qu'on a complètement oublié ce que c'était que le monde d'avant. et vous dites Euh, ça à vos enfants, d'ailleurs? Mes enfants, ils sont encore jeunes, enfin, ils sont des ados, quoi. Ils commencent à s'intéresser à tout ça. Ils sont pas encore, ils observent pour l'instant. Ça les intéresse. Mais ce dont je me rends compte, c'est à quel point on est aussi un peu des enfants gâtés de certaines choses. C'est-à-dire qu'on oublie ce que c'était, bah, justement, quand il y avait encore la peine de mort, quand l'homosexualité était encore enfin, un Un délit, crime, un délit. quand les radios libres n'existaient pas, quand enfin, il y a la 39, enfin, la 39e heure, la 5e semaine de congé payé. On a complètement oublié, quoi. Et je trouve que Et donc, ça c'est à serait ça que vous intéressant. pensez aujourd'hui, Bah oui, 40 ans après? je trouve qu'il faut pas, enfin, parce qu'on s'habitue vite au luxe du Mmh. droit. On s'y habitue vite, on oublie que c'est un combat. Et en fait, moi, c'est ça que je trouve dommage, c'est d'oublier que la politique, c'est un combat et c'est un combat pour plus d'égalité à travers le combat du droit, quoi. Merci en tout cas, Mazarine Pajot, d'avoir accepté cette invitation. Alors, avant de nous quitter, je rappelle que votre livre « Et la peur contenue » est publié aux éditions Miel et Barreau. Merci en tout cas pour cette émission. Bonne fin de journée sur Radio J et à dimanche prochain. Merci. Merci, au revoir.